Donc mes chers amis, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à 2 mois, quasiment jour pour jour, de l'élection municipale. Le 15 mars prochain, un grand nombre de listes, probablement 7 ou 8, participeront au premier tour de ce scrutin. À l'issue de celui-ci, les listes qualifiées participeront à un second tour le 22 mars, qui déterminera le prochain maire de Saint-Nazaire. Nous sommes partis très tôt en campagne, dès juillet. Dès juillet, nous commencions déjà à élaborer notre programme, à constituer la liste, à essayer d'avoir une vision à long terme pour Saint-Nazaire. Et en réalité même, nous avons engagé nos forces très en amont, puisque dès 2017, à la fin de l'élection législative et le bilan de mi-mandat, nous commencions à réfléchir à notre futur projet municipal. Puis, dès 2018, nous commencions la recherche de nos candidats et la constitution de notre future équipe. Ces 2 dernières années ont donc été pour nous celles de rencontres sur les marchés, dans les cafés, dans la rue, chez les Nazériens, sympathisants ou non du Rassemblement national, des adhérents également de longue date de notre mouvement ou des nouveaux venus. Dès ces rencontres et de ces échanges très riches, nous avons une thématique qui a dominé particulièrement à Saint-Nazaire. C'est celle de la sécurité, évidemment, plus exactement même l'insécurité à Saint-Nazaire. L'insécurité à Saint-Nazaire n'est pas que ressentie. Et je l'ai vu encore il y a quelques jours, où quand nous avons été à Kerlédé boiter avec notre ami Gonzague, tous les riverains nous parlaient exactement de la même chose, incivilité et insécurité. Elle est subie. Donc, comme je disais, l'insécurité n'est pas que ressentie, elle est vécue au quotidien de tous les habitants de Saint-Nazaire, que ce soit des habitants de Mé-en-Pin-Ouette, de Préségat ou même de Saint-Mars-sur-Mer. Elle est également subie. Le taux de délinquance attendu d'une ville moyenne comme la nôtre a franchi des paliers successifs depuis ces derniers mois. On commence par des vols à la tire, qui sont devenus des vols avec séquestration, suivis de tirs d'armes à feu, et même d'un meurtre en septembre dernier, au niveau de l'AFPA à Océanis. Ou même encore, je crois que c'était également en septembre ou octobre, ce jeune de 16 ans qui s'est fait poignarder en centre-ville de Saint-Nazaire. L'insécurité touche tout le monde, dans la rue, dans les foyers et jusque même dans nos transports publics. Sans doute vous rappelez-vous des agressions spectaculaires contre des bus Austral à la Toussaint 2018, où on caillassait des bus, par exemple, surnommés la purge par ceux les ayant perpétrés. Face à ces problèmes, nous avons toujours été fermes dans notre message. Et d'ailleurs, les Nazériens connaissent bien nos propositions sur ce sujet. Nous sommes favorables à une extension de la police municipale, pour que celle de 10 passe à 25 agents. En réalité, nous avons 10 policiers municipaux à Saint-Nazaire, mais seulement 9 sur le terrain, puisque l'un est brigadier chef. Peu nous importe que le maire demande désormais la même chose, car il le propose 1 an après nous, pour ne recruter au final que 10 agents, dont 9 uniquement sur le terrain, pour 71 000 habitants. Et ne pas les armer, ce qui n'est pas notre idée. Nous mettrons par ailleurs en place une brigade canine. Et ça se fait également dans de nombreuses villes pérennes, comme Fréjus, Hayange ou encore Hénin-Beaumont. Ce sujet de la sécurité, qui fut l'objet d'un de nos premiers tracts, n'est que l'un des aspects de notre projet municipal. Même si, de l'avis de beaucoup de Nazériens, il est le plus symbolique de notre vision pour Saint-Nazaire, le plus attendu aussi. Au-delà des questions de sécurité et de tranquillité publique, nous venons de publier un projet municipal en 26 grands axes et quelques 130 propositions que nous avons présenté à la presse, puis sur notre site internet que je vous invite à consulter. Donc, si vous voulez le noter, c'est rn-anazaire.fr.
unionnazérienne.fr. Nous ferons d'ailleurs prochainement connaître une version synthétisée de ce projet dans le cadre d'un tract spécifique. Ce projet que nous détaillerons durant cette réunion a deux mérites. Déjà, il balaie largement l'ensemble des thématiques de la vie municipale, de la sécurité au commerce, de l'artisanat à l'urbanisme, en passant par les services publics locaux. L'environnement également, les transports, l'accueil du handicap et du grand âge, etc. Mais nous pouvons aussi parler des sports, par exemple, ou encore même de la protection sociale qui sera aussi un thème dominant dans notre projet. Mais surtout, et curieusement d'ailleurs, car ce n'est pas forcément ce que nous avions prévu. Ce projet exhaustif est le premier à avoir été présenté parmi tous les candidats actuellement en lice, y compris le maire de Saint-Nazaire. Car celui-ci n'a jusque-là dévoilé qu'un pré-programme. D'ailleurs, dans un article, je ne sais plus c'était quel journal, ça devait être en octobre ou novembre, je crois, l'article mettait d'ailleurs en avant notre... comment je puis dire, notre gestion et puis le fait qu'on était bien organisé en fait en mettant un RN en ordre de marche par exemple. Ces deux caractéristiques de notre projet seront certainement perçues des Nazériens comme un gage de compétence et de sérieux. Nous ne doutons pas qu'elle participerait à rendre notre vision philosophique et politique plus crédible encore. Alors, chers amis, nous sommes à 2 mois de l'élection municipale. Il ne faut pas perdre espoir. On sait très bien qu'à Saint-Nazaire, d'ailleurs, nos chances sont encore plus fortes qu'elles ne l'étaient il y a 6 ans. Je pense que cette année, que ce soit en triangulaire ou en quadrangulaire, notre chance n'a jamais été aussi importante de gagner cette ville. N'en déplaise à nos opposants qui nous disent que le Rassemblement national ne gagnera jamais la mairie. Les habitants, je pense qu'ils en ont vraiment ras-le-bol. Des politiques Salzin ou Macron compatibles. Mais pour ça, il faut aussi que vous soyez présents aussi dans les bureaux de vote pour être assesseurs, pour être scrutateurs également, pour vérifier que les opérations électorales se passent bien. Parce que des fraudes dans des bureaux de vote, ça arrive tout le temps. Et ça peut parfois invalider un bureau qui peut nous être favorable, comme peut nous être défavorable. Donc pour cela, les Nazériens en jugeront les 15 et 22 mars prochains. Merci de votre écoute. Bonjour à tous. Bon, j'aimerais bien commencer juste par une question à main levée, vite fait. Qui est-ce qui est sûr de voter pour une liste RAID au municipal? Bon, une petite majorité. 100%. En tout cas, pas loin. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde à convaincre dans cette salle, mais je vais donc m'adresser à ceux qui regarderont aussi cette vidéo et qui auront pu avoir l'habitude de voter LR par le passé. À Saint-Nazaire, nous avons un candidat qui était autrefois LR, qui désormais se présente sur une liste qu'il a nommée avec un nom assez vague, comme toutes les listes plus ou moins centristes de nos jours. Il s'est dit ni de droite ni de gauche. Par conséquent, il n'y a aucune liste de droite à Saint-Nazaire, de droite traditionnelle j'entends. Le RN est la seule liste qui propose des mesures significativement à droite, comme elle peut en proposer certaines significativement à gauche. Mais pour quelqu'un ancré à droite, il n'y a pas d'autre choix que le Rassemblement national, qui a toujours proposé des trucs beaucoup plus intéressants que les autres, et ça ne changera pas, parce qu'à Saint-Nazaire, comme partout, ce sera le seul choix du bon sens à faire. D'ailleurs, à Saint-Nazaire, la droite n'a jamais récolté plus de 6% parce qu'elle n'a jamais été crédible, toujours trop dogmatique et trop opposée au Rassemblement national qui lui, n'a jamais fermé la porte à aucun autre parti et aux bonnes convictions, contrairement au sectarisme dont peuvent faire preuve certains partis politiques.
Ensuite, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas ma carte au Rassemblement National, par exemple. Je ne suis affilié. Je m'excuse, mais je n'ai pas ma carte au Rassemblement National. Je ne tiens pas spécialement à l'avoir, mais j'ai fait le choix de rejoindre la liste menée par Gauthier parce que c'est la seule qui peut ramener à Saint-Nazaire un peu d'ordre et de sécurité, ce qui est vraiment le point central. Mais Johnny l'a déjà développé avant et dans toutes les réunions, nous ne faisons que ça. Moi, je viens d'une ligne justement qui est plus celle que j'abordais avant, celle d'une droite un peu plus traditionnelle, un peu plus conservatrice. Et j'ai aucun problème à le dire, je ne suis pas ni de droite ni de gauche, je suis vraiment à droite et je le resterai quoi qu'il arrive. Donc voilà, comme quoi au Rassemblement National, tous les mouvements peuvent se rencontrer et faire qu'un dans un intérêt commun, sain pour Saint-Nazaire et pour ses alentours, puisque d'autres listes peuvent faire des bons scores dans la région. Si j'ai rejoint la liste du Rassemblement National à Saint-Nazaire, c'est parce que il y a des mesures telles que la baisse de 20% de la cotisation foncière sur les entreprises, qui est une mesure vraiment purement de droite, qui permet de redynamiser l'économie et par conséquent de permettre plus d'emplois et de permettre d'avoir à Saint-Nazaire un second souffle qui, depuis la fin de la place du Commando, il faut bien avouer que ça s'essouffle un petit peu quand même. Et le centre-ville est même carrément en train de mourir, il faut bien regarder la vérité en face. C'est devenu un quartier de non-droit. On a une banlieue dans le plein centre-ville de Saint-Nazaire et c'est quand même un vrai problème. Donc voilà, c'est toutes les raisons qui font que j'ai rejoint cette liste-là et que je la soutiendrai et j'en ferai partie. Et j'espère que je serai conseiller municipal, étant 5e sur la liste, c'est tout à fait envisageable. Plus les jours passent, plus les heures passent, plus des gens viennent voter pour nous. Le RN fera, même au niveau national, j'en suis sûr, un très bon score partout. Nous gagnerons certaines mairies que nous renforcerons, d'autres que nous prendrons. Et le RN sera une vraie force pour les échéances à venir et pour diriger des mairies au niveau local. Voilà. Bravo. Super Bien. Chers amis, bonsoir. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, mais néanmoins, pour ceux dont j'ai le plaisir de faire la connaissance ce soir, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Jean Guachman. J'exerce la fonction de président du groupe des conseillers régionaux à la région des Pays de Loire. Et j'ai, comment dirais-je, le plaisir et l'honneur de vous annoncer que notre groupe soutient bien évidemment les 3 listes dont les têtes de liste sont réunies ici même aujourd'hui. Je veux parler d'Éléonore, honneur aux dames, celle de Républicains et Didier Vernet. Nous soutenons bien évidemment sans aucune restriction ces 3 listes, comme vous pouvez l'imaginer, et nous sommes d'ailleurs tous les conseillers du groupe dans leur sphère d'influence respective à la disposition des candidats, soit pour pouvoir éventuellement donner des informations lorsqu'elles sont en notre possession, soit éventuellement les faire remonter. Bien, ceci étant dit, Saint-Nazaire, c'est le poumon économique de notre région, du moins de tout ce qui est à l'ouest de Nantes. Il y a une tradition industrielle dans Saint-Nazaire, je crois que nous la connaissons tous. J'y ai fait mes premiers pas en tant que jeune ingénieur, il y a maintenant plus de 40 ans, à l'usine qu'on appelait à l'époque l'aviation. À l'époque, il y avait 2 grandes usines, il y avait les chantiers, il y avait l'aviation. Tout ça était, comme certains d'entre nous se rappellent, sur le terre-plein de pain-ouette. Et c'était vraiment une vision, comment dirais-je, des grandes entreprises et du monde ouvrier que personnellement, moi j'ai découvert en arrivant ici un matin de novembre 73, pardon. Et j'avoue que les images que j'ai eues à ce moment-là ne m'ont jamais quitté.
Aujourd'hui, une de nos grandes entreprises, qui, après avoir connu, comment dirais-je, une vie un peu tumultueuse ces dernières années, je veux parler de nos anciens chantiers de l'Atlantique, ceux qu'on appelait les chantiers, qui, après quelques vicissitudes, sont passés sous la coupe d'Alstom. Finalement, enfin, après Alstom, il y a eu un épisode avec Yacker Yards, pour ensuite se retrouver dans le giron de l'entreprise sud-coréenne STX. Cette entreprise a connu des difficultés en 2016, ce qui lui a valu d'être traduite devant le tribunal, l'équivalent de tribunal de commerce de Séoul, qui a prononcé ce qu'on appelle sa mise sous séquestre. C'est-à-dire, en fait, c'est un petit peu analogue à ce qu'on appelle le règlement judiciaire et qui est l'étape préalable à l'éventuelle liquidation. Ça ne nous concernait pas beaucoup, c'est loin de chez nous. Néanmoins, il se trouve que STX Corée était actionnaire pour les 2/3, à 66%, des anciens chantiers Yacker Yards, devenus donc STX France. La liquidation de STX Corée risquait très fortement d'entraîner la liquidation de STX France. Et là, c'était une situation paradoxale, parce que STX France était dans une situation relativement florissante. On peut même dire qu'elle n'avait rarement connu dans sa longue vie, puisque c'est une entreprise qui date de près d'un siècle, qui date d'un peu plus d'un siècle d'ailleurs maintenant. Elle avait connu effectivement des périodes fastes, mais on peut dire que la période qu'elle traversait faisait partie d'une des plus fastes. Elle avait effectivement comment dirais-je, il y avait du travail, une perspective de travail et de plan de charge qui s'étalait sur une décennie, ce qui s'était pratiquement jamais vu. Elle avait la capacité à construire des bateaux, des bateaux de croisière, des paquebots, et elle s'était fait d'ailleurs un nom dedans. Elle faisait partie des 3 ou 4 entreprises de par le monde qui étaient capables de mener ce genre de chantier à bien. Il n'y en a pas plus, parce que c'est vraiment une technologie très particulière qu'elle avait su acquérir. Et donc, il aurait été, comment dirais-je, désastreux pour Saint-Nazaire et pour la région de voir mis en liquidation l'entreprise STX France. Après quelques vicissitudes, l'État français, qui avait gardé un tiers du capital de cette entreprise, pris par le temps, alors qu'il aurait pu agir très rapidement et racheter pour une somme tout à fait modique, et ceci à partir pratiquement de 2017, la partie du capital détenue encore par STX Corée pour la ramener dans le giron de l'État français. Il y a eu une tergiversation, il y a eu des pertes de temps, et finalement est né un projet auquel personne n'a rien compris. Il faut savoir que notre groupe au Conseil régional avait depuis juin 2016 attiré l'attention sur la situation paradoxale de STX France, de façon à essayer de pouvoir au moins susciter un intérêt de la part de nos politiques nationaux pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec cette entreprise. Eh bien, on n'a pas été entendu au départ. Bon, nous avions proposé un certain nombre de choses qui n'ont bien sûr pas été suivies, et finalement, il a fallu que l'entreprise Fincantieri, dont vous avez certainement entendu le nom, se soit portée candidate pour le rachat auprès du tribunal de Séoul des 66% des parts de STX France, pour que les choses commencent à bouger un petit peu. Et là, il y avait une date limite. Alors, je vous rappelle, pour votre information, qu'il fallait simplement faire un chèque de 79 millions d'euros. Quand je dis simplement, évidemment, c'est une somme qui paraît importante. Non, pas du tout. Mais lorsqu'on regarde ce qu'il y avait en face, au niveau des actifs, au niveau des avoirs, au niveau de la culture d'entreprise, au niveau du savoir de cette entreprise, c'était vraiment un cadeau royal.
Et le gouvernement français a attendu jusqu'à l'extrême limite pour pouvoir faire le chèque correspondant. Pensant bien d'ailleurs, dans la foulée, redonner une partie de ce capital à Fincantieri. Alors, avec un calcul où je dois avouer que moi personnellement je n'ai jamais rien compris, puisque les entreprises, parce que le souhait du gouvernement, tel qu'il avait été exprimé par la bouche de son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, c'était de mettre les deux, à la fois, comment dirais-je, les deux parts de capital, celles détenues par les Français, l'État pour le moment, mais éventuellement d'autres entreprises françaises, à égalité avec Fincantieri. Ben, je peux vous dire, ayant sévi au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pendant quelques temps, que les entreprises à 50-50, c'est ce qui alimente le plus les tribunaux de commerce. Parce que c'est ingérable. Au moindre problème, tout explose. Bon. Il est évident que c'était surprenant. Donc, pour essayer de contourner plus ou moins cette difficulté, on a trouvé le moyen de faire un montage très alambiqué. Finalement, l'État français allait garder 50%, Fincantieri aussi, mais l'État français allait relouer 1% à Fincantieri pour lui donner la majorité. Alors là, c'était ubuesque. Et on a eu finalement un moment de répit qui est venu d'une entreprise allemande, le principal constructeur de navires de croisière en Allemagne qui s'appelle Meyer, qui a saisi la Commission européenne pour dire attention, là, il y a des règles de concurrence, et ces règles de concurrence risquent d'être bafouées, puisque le rapprochement entre Fincantieri et STX France, qui entre-temps d'ailleurs a repris le nom de Chantier de l'Atlantique, finalement on est arrivé là où on est parti, on aurait peut-être pu en faire l'économie. Donc, la société Meyer porte plainte auprès de la Cour européenne de justice qui décide d'instruire le dossier. Et apparemment, la Commission européenne n'est pas très pressée de rendre sa réponse, puisque ça dure maintenant depuis plus de 2 ans, et nul ne sait ce qu'il en est. Alors, pour accélérer un petit peu, voilà, enfin, si vous voulez, la genèse de l'affaire, et à la dernière séance plénière, alors il faut dire qu'à chaque séance plénière, pratiquement, nous sommes intervenus au niveau du Conseil régional, soit sous forme de vœux, soit sous forme de questions orales, soit sous forme de, comment dirais-je, de déclaration dans ce qu'on appelle le discours de politique générale. Nous sommes toujours intervenus sur la situation particulière des chantiers de l'Atlantique. On n'a pas été aux côtés au début, mais à la dernière séance du Conseil régional, qui s'est tenue le 18 et le 19 décembre, un vœu a été adopté à l'unanimité, et ce vœu reprenait nos exigences et nos propositions à la matière, celles que nous faisions depuis 3 ans. Alors, évidemment, il a été adopté à l'unanimité, je dois vous dire, puisque nous n'avons pas de secret entre nous, que si nous l'avions présenté, nous, en tant que groupe Rassemblement National, je ne suis pas sûr qu'il soit passé. Parce qu'il y a une opposition de principe à partir du moment où nous disons quelque chose, c'est automatiquement à contrer. Bon. Donc là, j'avais décidé, enfin nous avions décidé d'ailleurs en commun, puisqu'on en avait parlé dans nos réunions préparatoires, nous avions décidé de ne pas intervenir. Nous savions simplement que le directeur général des chantiers de l'Atlantique, Laurent Castin, était intervenu au Sénat. Il avait fait un discours très intéressant d'ailleurs, qui en gros reprenait nos positions, à savoir que l'entreprise était parfaitement autonome, qu'elle avait un plan de charge, elle avait un savoir-faire, elle avait des clients, elle savait prospecter, elle savait livrer les bateaux, elle savait gagner de l'argent. Que demander de plus? Et donc, au départ, je me suis dit, on va en remettre une couche. Et puis je me suis dit, oui, mais si on en remet une couche, il y en a peut-être d'autres qui ne vont pas parler. Parce que justement, ils ne voudront pas aller dans notre sens. Donc pour une fois, on a décidé de se taire. Eh bien, nous en a pris. Parce que finalement, c'est un des conseillers régionaux, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de Bruno Retailleau, l'ancien président, qui a pris la parole
et qui finalement nous a, par sa voix, donné quitus de tout ce que nous avions dit. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, après le déjeuner, si ma mémoire est bonne, nous avons trouvé une proposition de vœux des socialistes qui demandait la même chose. Donc, nous sommes allés trouver le président du groupe socialiste, en disant, cher monsieur, nous allons voter votre vœu parce qu'il correspond exactement à ce que nous demandons. Et ensuite, nous avons également glissé un petit mot à Bruno Retailleau, qui s'est engagé, du moins devant moi, à transformer ce vœu en vote unanime. Et ce qui a été fait. Bon, mais, il faut quand même bien voir qu'au départ, nous avions l'antériorité. Même si nous ne l'avons pas manifesté, nous avions quand même cette antériorité. Alors aujourd'hui, ce que j'en sais, c'est que le gouvernement français est quand même bien embêté dans cette affaire-là. Il a plutôt tendance à s'abriter derrière l'incertitude de la décision de la Commission européenne pour ne pas bouger. Mais, bon, si la Commission européenne se prononce contre, l'affaire est réglée. Les chantiers de l'Atlantique resteront avec un capital purement français, du moins dans le futur immédiat. Si, par contre, la Commission européenne constate qu'il n'y a pas d'abus de position dominante, là, le gouvernement français va être embêté, parce qu'il va être obligé de faire un choix. Et ce choix, à mon avis, ne sera pas facile. Parce que aujourd'hui, quels sont les arguments qui pourraient justifier un rachat par Fincantieri? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, au contraire, sur tous les marchés où Fincantieri se trouve en concurrence, soit avec les chantiers de l'Atlantique, c'est pas souvent le cas, mais surtout avec Naval Group, qui est l'ancienne direction des constructions navales militaires, on s'aperçoit que ça se passe très mal. Alors pourquoi les donner des verges pour se faire battre? Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire pour faire un point sur la situation des chantiers de l'Atlantique, qui est, encore une fois, pour notre région, plus particulièrement pour la ville de Saint-Nazaire, c'est quand même quelque chose à laquelle nous tenons et qu'il faudra défendre par tous les moyens. Et nous pouvons compter sur notre ami Gauthier et ses policiers pour faire entendre au travers de ceci la voix que nous avons toujours portée sur ce dossier. Je vous remercie. Merci Jean pour cette intervention salutaire sur le fait que même dans un conseil municipal, même à un échelon local, nous sommes quand même, nous ne sommes pas dans n'importe quelle ville de France, et nous sommes quand même dans la ville qui pratiquement a créé l'industrie navale en France. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, et c'est même difficile à déterminer, que au fond, l'industrie navale et l'importance de ces infrastructures gigantesques, de ces industries, ont été décidées, comme l'a dit Jean, effectivement, il y a plus d'un siècle, quels que soient les régimes. À telle enseigne que les historiens ont du mal à déterminer si il a été décidé de faire les chantiers de la Loire, comme on disait à l'époque, à la fin de la monarchie de Juillet ou au début du Second Empire. On n'arrive pas à dater précisément, mais ce que ça révèle en creux, c'est que, quels que soient les régimes successifs, ces chantiers navals ont toujours été perçus comme une infrastructure stratégique, un enjeu de souveraineté nationale pour notre pays. Et si cela a été perçu de cette manière au XIXe siècle, cela veut bien dire, là aussi en creux, implicitement, que nous voulons qu'il est nécessaire que ces chantiers survivent au XXIe siècle français. Et que plus globalement, l'industrie navale et les industries au pluriel survivent en France. Qu'on ne peut pas concevoir simplement une économie avec que des services, des galeries commerciales, des cinémas, du bowling, des je ne sais quoi, du service à la personne. Oui, tout ça c'est important. La civilisation des loisirs, pourquoi pas, nous y sommes. Mais nous nous sommes successivement bâtis en étant la première puissance agricole mondiale, et nous le sommes encore pour partie. Nous nous sommes également bâtis depuis la révolution industrielle comme pays d'excellence industrielle,
dans l'industrie navale, comme l'a rappelé Jean, mais aussi ici à Saint-Nazaire, vous le savez, l'industrie aéronautique, et puis un peu partout en France, nous avons comme cela des bastions d'un passé industriel dont nous devons être fiers, un peu partout, à Sochaux, à Saint-Nazaire, à Decazeville, à Lorient. Vous avez comme cela des villes industrielles avec généralement, si vous remarquez bien, leur tempérament, leur typicité, leur tempérament bien à elles, y compris sur le plan social et politique. Alors bien sûr, historiquement, ces villes, elles ont souvent voté à gauche. Mais les choses ont changé parce que la gauche n'a pas tenu ses promesses dans tout un tas de domaines, et notamment quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle avait promis de garder les usines, de garder les forges, de garder les mines. On sait bien ce qu'il en est advenu de tout cela. Mais il serait intéressant sur le plan symbolique et politique à Saint-Nazaire comme ailleurs, eh bien ces anciens bastions de gauche parce que ville industrielle, progressivement ouvrent un peu les yeux et voient que ni les socialistes, ni les communistes, ni les autres forces politiques, exception faite du Rassemblement national, ne défendent leurs intérêts. Pas simplement leurs intérêts matériels immédiats, pas simplement le maintien des usines, le refus des délocalisations, le respect des petites boîtes de la sous-traitance et pas simplement tout pour les grands groupes. Nous ne défendons pas que cela, nous défendons aussi, au-delà de cela, une certaine vision politique et même philosophique de ce qu'il faut pour la France, notamment pour les aspects industriels. Donc ce rappel était salutaire, parce que comme le dit Jean, nos chantiers ne valent pas 80 millions d'euros. Enfin, vous voyez bien que c'est dérisoire. Bien sûr, la somme, elle apparaît comme ça, très très importante, mais vous vous rendez compte ce que c'est 80 millions d'euros pour des chantiers qui ont 1 siècle et demi, hein, qui ont lancé les premiers navires transatlantiques au monde. Impératrice Eugénie, 1864, ça s'est fait à Saint-Nazaire, ça s'est pas fait ailleurs. Il y a eu tant comme ça, il y a eu tant de belles choses qui ont été construites, de beaux navires qui ont été lancés. Et moi j'ai souvent en image ce qui a été capturé par ce qui a été capturé par la vidéo, pour le coup, en 1960, le lancement du France avec le général de Gaulle. Ce sont des moments qui sont importants, bien sûr pour Saint-Nazaire, mais qui quelque part font partie aussi de l'histoire de France. Parce que on ne va pas nous faire croire que fabriquer un paquebot de 250 ou 300 mètres de long, c'est quelque chose d'anodin ou de neutre, et on ne va pas nous faire croire que ce n'est pas un petit morceau de notre histoire nationale et de notre fierté nationale. Alors bien sûr, notre industrie se diversifie, les enjeux internationaux autour de l'industrie deviennent plus complexes, il faut s'adapter, il faut être compétitif. Mais enfin, il y a des choses qui demeurent. Et parmi les choses qui demeurent, parmi les permanences à Saint-Nazaire, il y a le fait que Saint-Nazaire, depuis 1 siècle et demi, est une ville industrielle, qu'elle n'est pas que ça, mais qu'elle est ça notamment. Et nous voulons, naturellement, que l'industrie demeure à Saint-Nazaire. Même si, pour revenir eh bien, à l'échelle municipale, et au contexte de cette élection municipale, naturellement, le maire n'a pas de prérogative en termes de défense de l'industrie. Est-ce que parce qu'il n'a pas de prérogative, doit-il pour autant s'interdire de parler des sujets liés à l'industrie? Eh bien, nous pensons que, même si naturellement ce n'est pas un maire qui demain aura quelque influence que ce soit sur les chantiers navals de sa ville et sur l'industrie de sa ville, il ne doit pas s'interdire de parler sur ces sujets, de parler y compris au conseil municipal, et de parler fort au besoin quand un certain nombre des choix de l'État lui semblent contraires aux intérêts de sa ville. Et quelque part, le maire, s'il ne parle pas, c'est que, eh bien, il ne dit mot, donc il consent quelque part. En creux, nous avons toujours eu l'approche inverse depuis que nous sommes au conseil municipal, et même avant, quand nous nous sommes lancés avec Jean-Claude et quelques autres dans cette bataille en 2012-2013.
on s'est lancé dans cette bataille en parlant majoritairement à l'époque des chantiers navals, de l'industrie, des délocalisations. Et on a toujours convenu que, au conseil municipal, dans l'opposition, c'était notre rôle de parler de ces sujets, de faire savoir que le maire portait une vision qui était contraire aux intérêts des nazériens. Et nous avons ainsi parlé, eh bien vous le savez, quand il y a eu l'affaire des BPC russes, nous avons parlé des BPC russes, quand il y a eu la crise des chantiers navals dans les années 2015-2016, nous en avons parlé, et nous avons mené ce travail de concert à la fois au conseil municipal de Saint-Nazaire et au conseil régional des Pays de la Loire, où, eh bien, comme l'a dit Jean, depuis ces 3 dernières années, nous menons le combat à la fois par des interventions, à la fois par des vœux qui, effectivement, quand nous les déposons, ne sont jamais votés parce qu'ils viennent du Rassemblement national. Et cela vous montre, eh bien, le sens de l'intérêt collectif des forces politiques qui sont en face de nous. Parce que quand nous proposons quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt collectif, c'est systématiquement bloqué parce que ça vient du RN. Quand eux, ils proposent, et que nous estimons que ça va dans le sens de l'intérêt général, nous le votons parce que nous n'avons pas la même conception qu'eux, et que nous n'avons pas honte de mener nos voix à celles d'adversaires politiques, pour peu que cela défende l'intérêt général. Jean vous a parlé de ce vœu qui a été adopté en séance du 18 décembre au Conseil régional, unanimement. Mais il y a eu beaucoup de contre-exemples de vœux que nous avons déposés. Moi, je me rappelle d'un vœu sur la défense de nos trésoreries, par exemple, les centres des impôts. On avait proposé un vœu qui a été refusé. Le Parti socialiste a proposé le même vœu, qui a naturellement reçu les voix socialistes et nos voix nous aussi, parce que nous concevions que c'était l'intérêt général. Alors, chers amis, nous nous interdisons de parler d'aucun sujet. Et comme l'a dit Johnny, notre vision politique à Saint-Nazaire pour cette élection, c'est 26 grands engagements que nous avons présentés à la presse et que nous avons commencé à faire connaître sur Internet. Vous aurez également connaissance à la fois de ce tract diffusé à 45 000 exemplaires et puis d'un tract un peu plus détaillé avec les principales mesures de notre projet. Projet, donc, comme l'a rappelé Johnny, et ça n'était pas prévu au final. Nous sommes les premiers à avoir présenté un projet exhaustif, alors que nous avons régulièrement été accusés ces dernières années, et encore il y a quelques semaines de cela, avant Noël, on pouvait voir sur Internet des remarques du type le RN n'a pas d'idée, il n'a pas de programme, il ne parle que de sécurité. Bien sûr que nous parlons de sécurité, nous avons raison d'en parler parce que le réel nous donne raison lorsqu'il y a des rixes, des altercations, des tirs d'armes à feu et maintenant des meurtres. Bien sûr que nous avons raison de parler d'insécurité ici à Saint-Nazaire, comme Éléonore le fait également à Nantes, dans une ville qui connaît encore plus d'insécurité que la nôtre, et avec des phénomènes encore plus importants d'insécurité et de délinquance. Bien sûr que nous avons raison de parler d'insécurité, mais nous ne parlons pas que d'insécurité. Et l'insécurité, même s'il s'agit d'une part importante de notre programme, d'une pierre angulaire de notre projet, eh bien, ça fait partie d'un ensemble, d'une vision à la fois politique et philosophique de ce que devrait être une vie agréable pour tous, pour toutes et tous à Saint-Nazaire. Il n'y a pas de raison que quand on circule dans la rue, et notamment dans le centre-ville, moi j'y vis dans le centre-ville, donc je vois tout à fait ce que Titouan veut dire. Il n'y a pas de raison qu'à certaines heures, on se sente, on se demande si on est encore chez soi, on se demande si on ne va pas être agressé, ou suivi, ou alpagué dans la rue. Il n'y a pas de raison qu'on se demande cela à Saint-Nazaire, à Nantes ou ailleurs. Il est donc nécessaire que nous parlions de ces sujets en évoquant effectivement l'extension de la police municipale, une vidéoprotection complètement repensée avec davantage de caméras et tout cela relié à un centre de supervision urbain. Il est nécessaire également que nous évoquions la brigade canine et d'autres aspects de notre projet sur la sécurité et la tranquillité publique. Mais
et les Nazériens, j'espère, le découvriront dans cette élection, nous ne sommes pas que cela. Nous prétendons défendre un projet qui parle de tous les sujets, et nous avons l'heureuse expérience de constater que, visiblement, ça commence à prendre sur les marchés et dans les rencontres que l'on fait au quotidien. Parce que nous faisons des rencontres au quotidien en ce moment, pour tout un tas de raisons, parce que nous faisons, comme vous le savez peut-être, c'est un petit peu technique, nous faisons signer tous les candidats pour rejoindre notre liste. Donc fatalement, on ne fait pas que signer des formulaires, on discute. Et je peux vous assurer que ça vaut la peine parfois de prendre 1 heure ou 3/4 d'heure ou plus d'1 heure parfois pour discuter avec des Nazériens d'un peu tous les quartiers, parce que c'est bien dans les foyers des Nazériens, dans les cafés, dans la rue, et pas forcément au cœur d'un conseil municipal qu'on peut avoir une perception sensible du réel, avoir une connaissance précise et objective des doléances des gens, de ce qui va dans une ville et de ce qui va moins bien. Alors ces rencontres, véritablement, ne sont pas de trop. Et Johnny a mentionné, de manière assez rapide, je vais développer un petit peu ce qui s'est passé à Kerlédé l'autre jour, où Johnny, Gonzague ont distribué à peu près, je crois, 1500 tracts dans les immeubles HLM de Kerlédé. Vous ne le savez peut-être pas, mais Kerlédé a une particularité en termes de sociologie électorale, en tout cas vis-à-vis de notre électorat. Kerlédé, c'est le quartier de Saint-Nazaire où le RN fait son score médian. C'est-à-dire que, grosso modo, le score qui sera celui du RN dans toute la ville est celui du quartier de Kerlédé, et notamment des bureaux de l'école Jean Zay. C'est pour cela que quand il y a une élection, eh bien, moi personnellement, je vais surveiller les résultats de Jean Zay. Et à partir de là, je peux avoir une extrapolation du résultat au niveau communal à 1 demi-point près. Donc, normalement, ce quartier est censé, bien sûr, voter un petit peu pour nous, mais pas plus que ça. C'est pas un mauvais quartier, mais c'est pas non plus une de nos zones de force, comme à Pinhouette et bizarrement à Prézéga. Je dis bizarrement parce qu'à Prézéga, on pourrait penser qu'a priori, c'est pas trop pour nous. Et donc, Kerlédé, c'est ce quartier de la ville où nous faisons notre score médian, avec un accueil qu'on pourrait croire un petit peu réservé, comme ça. Pas froid, mais réservé. Et bien, d'après ce que m'a dit Johnny et ce que m'a dit Gonzague, je n'ai aucune raison de douter de leur bien fondé de leur expérience. Je l'ai vu aussi sur les photos qu'on a diffusées. Les gens avaient l'air à la fois demandeurs de solutions. Quand nous sommes allés leur porter les tracts, finalement, je ne sais pas si on a fait ce jour-là du boitage ou du porte-à-porte quasiment. Parce que Johnny et Gonzague ont été arrêtés peut-être une dizaine de fois par les habitants de Kerlédé qui à la fois émettaient des critiques sur un certain nombre de problèmes, notamment la sécurité, la voirie, le logement. Mais ces personnes qui ont discuté avec nos équipes, eh bien, elles leur ont aussi fait remonter des expériences de leur quartier, la manière dont ils conçoivent la vie dans leur quartier, et ces expériences sont plutôt négatives. Dans un quartier, Kerlédé, qui pourtant, encore une fois, n'est pas spécialement un quartier Rassemblement National. Eh bien, cela peut vouloir dire, ce n'est pas une certitude, c'est une intuition, peut-être cela veut-il dire que nos résultats sont en train de devenir homogènes dans toute la ville. Et que nous sommes, en réalité, sans doute, à des niveaux plus hauts que nous ne le pensons. Certainement sommes-nous d'ores et déjà au-dessus des 15, 16 ou 17% à Kerlédé au niveau de la commune. Certainement sommes-nous en ce moment eh bien, dans un niveau crédible pour gagner une élection municipale qui, encore une fois, je le rappelle, cette élection, ne croyez pas qu'elle va se gagner avec 50% plus une voix. On peut gagner des élections avec 50% plus une voix, et le meilleur exemple de cela, c'est l'élection présidentielle. Mais nous ne sommes pas dans une élection présidentielle avec 2 listes au second tour. Nous sommes, comme l'a rappelé Johnny en introduction, dans une élection où, au soir du 15 mars, seront normalement qualifiés
toutes les listes qui feront plus de 10% des suffrages exprimés. Sauf peut-être les listes qui vont fusionner pour faire le Front républicain, comme on dit, contre le Rassemblement national. Mais normalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas, au second tour, 3, voire probablement 4 listes pour eh bien, déterminer qui sera le maire. Et donc, cette élection, encore une fois, je vous le dis régulièrement depuis 1 an, ce n'est pas une certitude, mais c'est une intuition confortée par des expériences sensibles, comme nous l'avons vécu à Kerlédé. Cette élection, elle peut raisonnablement, elle peut réellement se gagner à partir de, je ne sais pas, 27, 28, 29% des voix, peut-être seulement 26, à condition qu'il y ait 4 forces à peu près équilibrées. Peu importe au final, tout cela doit nous motiver pour nous mobiliser sur les marchés et dans la conception et dans la pédagogie autour de notre programme. Tout cela doit nous mobiliser, nous dynamiser dans le cadre de cette campagne municipale. Mais ne croyez pas que cette ville, parce qu'elle est historiquement socialiste depuis 1924, est ingagnable. Parce qu'encore une fois, nous pouvons la gagner en étant pédagogue, en convainquant les Nazériens avec un score qui n'a pas besoin d'être celui de 50% des voix. Vous savez, par exemple, une ville comme Mantes-la-Ville, le Rassemblement national, enfin le Front national à l'époque, l'a gagné en 2014 avec à peu près 30% des voix. Parce qu'en face, les forces politiques étaient divisées, qu'elles se détestaient, et que par orgueil, elles se sont toutes présentées contre une liste FN qui apparaissait comme une force nouvelle, jeune et dynamique. Est-ce que nous n'avons pas en ce moment la même situation à Saint-Nazaire, quelque part, avec une gauche que l'on disait hégémonique depuis un siècle, et qui aujourd'hui se bat entre des socialistes, des écologistes, des communistes qui sont sur la liste du maire, qui pour le coup est plutôt centriste, 2 listes centristes, rendez-vous compte. Rendez-vous compte que le gouvernement aura 2 listes dans cette élection, dans cette ville. Une liste Modem, qui devait être soutenue par La République En Marche, et une liste La République En Marche contre la liste Modem. Le panier de crabes, comme dit Jean-Claude. Le panier de crabes que nous sommes fiers au Rassemblement national de ne pas connaître, parce que nous avançons droit, et qu'il n'y aura pas de changement, visiblement, vraisemblablement, je ne peux jamais être très sûr de rien, mais il n'y aura pas vraisemblablement d'une discussion d'arcane dans notre liste au soir du 15 mars pour savoir s'il ne faut pas fusionner avec machin ou donner des gages à trucs. Nous avançons droit au premier tour et ça ne va pas varier au second, à faire des zigzags. Tandis que, qu'est-ce que va faire la liste République En Marche au premier tour, sinon probablement fusionner avec celle du maire, ou se désister peut-être? Que va faire la liste de M. Gachignard si probablement elle n'est pas qualifiée parce que, comme l'a rappelé Titouan, dans cette ville, la droite fait 6% des voix. Que va-t-elle faire sinon, probablement, si elle manque d'intelligence, comme nous le craignons, fusionner avec la liste du Modem, si elle-même est qualifiée, ce qui n'est pas certain. Que vont faire les gauches sinon, probablement, eh bien, oublier une partie de leur rancœur passée. Et puis il y aura encore une fois la nécessité, selon toutes ces forces, d'un front républicain contre un Rassemblement national qui sera perçu par eux comme une menace, mais qui sera perçu comme, par beaucoup de Nazériens, par plusieurs milliers de Nazériens, comme véritablement une salvation. Quelque chose qui peut changer la vie des Nazériens. Sur le plan de la sécurité, comme nous l'avons exprimé, mais sur tous les autres aspects qui concernent la vie quotidienne des gens. Vivre mieux dans sa ville. C'est grosso modo ce dont nous parlent les gens lorsqu'ils répondent aux questionnaires, lorsque nous entretenons avec eux dans l'intimité de leur foyer. Grosso modo, de quoi nous parle-t-il? De sécurité, d'immigration, d'islamisation de notre pays. Et puis, ensuite, je vous le dis de manière quasiment scientifique, hein, c'est comme cela que les choses s'agencent. Le logement,
l'emploi, et puis après, bien des choses qui concernent effectivement leur quotidien, la voirie notamment. Il n'y a pas de raison que la ville soit dégueulasse ou que les trottoirs soient défoncés. Il n'y aurait pas de raison normalement à ce que une de nos colistières, par exemple, se soit engagée sur notre liste, sur la base de quoi? Eh bien, parce qu'elle est un jour tombée de vélo à cause d'un nid de poule sur un trottoir. Il y a des gens qui... nous avons rencontré comme ça des Nazériens qui, eh bien, du fait d'expériences désagréables, du fait eh bien, de la hausse de l'insécurité ou de la dégradation de notre voirie ou d'autres choses, nous ont contactés comme cela en estimant que nous pouvions leur apporter des solutions. Et c'est effectivement des solutions que nous comptons leur apporter. Nous avons 2 mois pour convaincre, faire parler de notre projet, expliquer aussi ce qu'est notre projet et quelque part ce qu'il n'est pas. Par exemple, nous entendrons très probablement dans les 2 prochains mois, comme nous avons entendu ces 5 dernières années au conseil municipal, qu'avec le Rassemblement national, ce sera la chasse aux associations et puis le budget culturel, on va fermer le robinet et tout un tas d'autres caricatures que nous entendrons. En réalité, nous avons montré dans ce projet que eh bien, les aspects culturels et associatifs et beaucoup d'autres aspects, par exemple l'environnement, n'étaient pas du tout négligés dans notre approche politique des choses. Oui, nous voulons effectivement réduire un certain nombre de subventions d'un petit nombre d'associations extrêmement médiatiques, extrêmement politisées et, selon nous, extrêmement peu soucieuses de l'intérêt général. Parce que je ne crois pas, et personne, je pense, ne croira dans cette salle que la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, le MRAP, le Mouvement de la paix, avec chacune respectivement leur 20aine ou leur 30aine d'adhérents à Saint-Nazaire, et le droit comme cela, chaque année, de demander plusieurs milliers d'euros, parfois une petite dizaine de milliers d'euros, à la ville de Saint-Nazaire, donc finalement aux impôts des Nazériens, pour ensuite faire de la politique. Nous ne pensons pas non plus que des subventions déguisées aux partis politiques, comme le maire a pu le faire l'an dernier en octroyant 5 000 € à la fête du Parti communiste, nous ne croyons pas que cela soit quelque chose de légitime, ou qui puisse s'expliquer. Et effectivement, nous aurons une approche différente sur le plan des subventions associatives et d'autres aspects. Avec un maire Rassemblement national à Saint-Nazaire ou ailleurs en France, il n'y aura pas de passe-droit, il n'y aura pas de favoritisme pour tel ou tel parti politique, parce qu'un maire ne prétend pas, un candidat à la mairie et un candidat à n'importe quelle élection, normalement, ne prétend pas être candidat pour ensuite servir ses obligés. Un maire, normalement, il est le maire de tous ses administrés, de ceux qui ont voté pour lui, bien sûr, mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour lui, qui ont voté contre lui ou qui se sont abstenus. Et c'est cette approche-là aussi que nous aurons de manière très différente par rapport au maire actuel. Nous serons caricaturés sur notre rapport à la politique associative. Nous serons caricaturés aussi probablement sur notre rapport à la politique culturelle. Alors que nous sommes, dans cette élection, la liste qui prétendons véritablement valoriser la mémoire et l'histoire ouvrière de cette ville, et plus largement de ce pays. Lorsque nous disons qu'il serait intéressant et intelligent, par exemple, de construire un musée des industries navales et aéronautiques, nous avions émis l'idée qu'il pourrait se faire à l'usine élévatoire, avant qu'il ne devienne un hôtel de luxe, projet que nous contestons. Lorsque nous disons ces choses-là, on ne peut pas nous avancer à la fois que nous serions contre les intérêts des catégories populaires, contre la mémoire ouvrière, et oublieux de ce qu'est notre culture. Nous sommes ceux qui défendons une culture réellement populaire, même s'il n'y a pas que la mémoire ouvrière à Saint-Nazaire, qu'il faut savoir se projeter. C'est un élément très important dans notre histoire et dans notre mémoire. Et nous devons donc le défendre. Nous serons caricaturés donc sur notre rapport à la politique associative, à la politique culturelle, sans doute aussi
à ce que nous pensons des enjeux environnementaux. Ils vont sans doute nous dire qu'avec le Rassemblement national, ce sera le béton, du gris partout, alors que le béton et le gris, ce sont eux en face qui l'ont construit depuis des décennies. Et ce sont eux en face qui veulent encore le construire avec un certain nombre de projets immobiliers sans concertation, comme par exemple, et nous vous en avions parlé ces dernières semaines, ce projet Harmony of the Sky, dans la plaine des sports, des immeubles de 30 et 50 mètres de haut. Ça n'est pas un exemple de concertation, ça n'est pas un exemple d'éco-conception, et ça n'est pas un exemple de ce que doit être l'urbanisme demain. Ça n'est pas non plus un exemple de quelque chose de pertinent sur un plan environnemental. Nous proposons pour notre part une approche des enjeux environnementaux qui ne soit pas dogmatique, avec des petites mesures qui ne sont pas que symboliques, des mesures moins petites. Par exemple, mettre des récupérateurs d'eau de pluie sur les bâtiments publics, qu'est-ce que ça coûte? Ça a forcément un petit coût, mais ce sont des choses simples qui peuvent être mises en place. Et notre approche des sujets environnementaux, comme de tous les sujets, n'est pas dogmatique. Par exemple, dans ce que nous proposons vis-à-vis des pesticides à l'échelle de l'agglomération, nous proposons que ce soit une réduction, mais une réduction progressive, en concertation avec les autres maires de l'agglomération, et avec des solutions alternatives pour les agriculteurs, qui ne soient pas laissés comme cela, du jour au lendemain, sans solution. Cela résume notre approche des choses. Une approche progressive. On ne va pas faire la table rase, on laisse la table rase à d'autres. Une approche progressive des choses, une approche rationnelle des choses, une approche en concertation avec l'ensemble des Nazériens. Et puis une approche qui fasse la part belle, non pas, nous ne sommes pas des modérés, mais nous essayons d'avoir de la pédagogie, de la tempérance dans la manière dont nous expliquons les choses. Puisqu'on nous a tellement expliqué que nous étions des affreux jojo, que si hier nous étions élus au conseil municipal, on ne ferait rien, on ne dirait rien sinon des bêtises, et si demain nous étions élus à la mairie, on ne saurait pas gérer une ville. Nous devons donc montrer dans notre approche de tous les jours, dans cette réunion publique, mais tous les jours en réalité, lorsque nous rencontrons des gens, lorsque nous donnons des tracts sur les marchés, y compris à des opposants politiques, nous devons nous montrer pour ce que nous sommes, comme des gens raisonnables, comme des gens qui ont un projet pour cette ville, et qui ne s'inscrivent pas simplement en contre par rapport aux maires sortants, mais qui ont une vision, une vision prospective de ce que doit être Saint-Nazaire. Là, dans les 6 ans à venir, pour l'échéance de 2020-2026, mais plus globalement dans les décennies, dans les générations qui vont venir. Et pour conclure, eh bien, Jean vous a rappelé tout à l'heure l'importance des enjeux industriels à Saint-Nazaire, l'importance du maintien d'une industrie forte à Saint-Nazaire. Quand Jean dit cela, et quand nous disons cela, quand nous disons que c'est important de parler de ces sujets, y compris dans des instances qui ne décident pas sur ces sujets, comme le conseil municipal ou le conseil de la Carède, quand nous faisons ces choses-là, nous montrons une approche résolument différente des autres. Nous montrons que nous sommes la seule alternative à tous les autres qui n'ont qu'une approche de court terme de la politique, une approche technique, sinon technicienne de la politique, qui n'intéresse plus personne. Parce que la politique, c'est pas ni de la technique dite du court terme, c'est essentiellement du sensible, de l'humain. Vous le savez bien que quelqu'un qui vote pour un candidat donné, souvent, il vote plus pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, ou ce qu'il représente, que parfois son programme. Et cette approche sensible des choses, nous ne devons pas la négliger. Eh bien, je pense qu'en disant, par exemple, que nous sommes la seule force politique à défendre des enjeux aussi importants que les enjeux industriels, nous montrons que nous sommes très différents des autres qui simplement regardent comme cela les quelques années à venir de leur carrière, des enjeux de court terme, et qui, quand ils parlent de politique, dans les instances au conseil municipal, sont ennuyeux à mourir parce que ils ont un langage technique tellement éloigné de ce qu'attendent les gens de la politique. Les gens attendent
que la politique à Saint-Nazaire et en France, ici à Saint-Nazaire pour cette élection municipale et à l'échelle nationale avec la présidente de notre mouvement, Marine Le Pen, les gens attendent que la politique soit réellement quelque chose qui améliore leur vie, pas dans 50 ans, dans les jours qui suivent l'accession au pouvoir d'un maire ici, ou nous l'espérons tous, d'une présidente de la République dans 3 ans, dans 2 ans. Les gens attendent que la politique soit au service de leurs intérêts, pas simplement pas leurs intérêts matériels, mais d'une manière de mieux vivre, de vivre en sécurité, de vivre sans peur du lendemain, de pouvoir vivre en tranquillité avec sa famille, sans avoir peur de se faire agresser dans la rue, des choses comme ça. C'est cela qu'attendent les gens de la politique, et c'est cette vision des choses que nous défendrons dans cette élection municipale dans les 2 mois à venir. Merci. Chers amis, bonsoir. Je profite de ce début d'année pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur à chacun, pour voilà, des vœux qui soient à la fois personnels, dans votre famille, dans votre travail également, et puis dans votre investissement politique, puisque si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous portez un intérêt à la chose publique, à la vie de votre ville, à la vie de votre pays. Et donc, je nous souhaite à tous des belles victoires pour les municipales qui s'approchent. Et dans 2 mois, voilà, nous aurons les résultats. Et donc, je nous souhaite pour la France et pour nos villes, et pour vous tous qui vous engagez, de belles victoires. Donc je remercie bien évidemment Gauthier pour son invitation ce soir, pour sa première réunion publique. J'en suis très honorée. Je remercie bien évidemment toute son équipe, Johnny et Titouan. Je sais que à Saint-Nazaire, le travail a commencé depuis très longtemps. C'est Gauthier évoquait un début de campagne il y a 6 mois. Ça fait bien plus longtemps que Gauthier travaille sur son programme municipal. Gauthier a une vision à long terme, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, et je dirais qu'il a aussi beaucoup appris de ces 6 années de mandat de conseillers municipaux. Il a eu accès au dossier de la mairie de Saint-Nazaire, et donc de l'intérieur, il a vu ce qui s'y faisait, et il a donc pu affiner son programme avec son équipe, bien évidemment. Mais je dirais que son programme est extrêmement complet, qu'il y a un travail de fond qui a été fait, un travail sur tous les sujets que nous allons aborder lors d'une élection municipale. Donc vraiment, je tiens à féliciter Gauthier, bien évidemment, pour son travail, à féliciter son équipe. Vous avez à Saint-Nazaire beaucoup de chance parce que vous avez des responsables politiques pour le Rassemblement national, j'entends, qui sont extrêmement investis, extrêmement disponibles, et ça c'est une grande chance, et extrêmement compétents, et qui n'ont pas peur de la discussion, qui créent un programme, non pas de manière dogmatique, comme Gauthier vous le disait tout à l'heure, mais en allant au contact du réel, en allant au contact des gens, même de ceux qui ne pensent pas comme nous, sinon ce ne serait pas intéressant. Un programme politique, il se construit dans la discussion, dans l'argument, dans l'écoute, bien évidemment, et puis dans le souci. Ça doit toujours être notre objectif en politique, dans le souci de nos administrés, de nos citoyens, dans le souci des personnes pour qui nous devons. Parce que la politique a perdu malheureusement beaucoup de son sens. Alors que nous, au Rassemblement national, nous ne nous engageons pas pour être députés, ministres,
avec des vues grandioses pour notre petite carrière, hein, pour notre belle carrière, mais vraiment, nous nous engageons dans le souci du bien commun, du bien de chaque citoyen, de la vie de chacun de vous qui êtes ici, et nous essayons de prendre en compte voilà, l'intérêt de chacun et de vous tous. Donc voilà, je ne savais plus ce que j'allais vous dire, puisque c'est vrai que Gauthier, Johnny, Titouan ou même Jean ont évoqué un petit peu l'ensemble de ce que j'avais prévu de vous dire, tout simplement. Donc, je vais essayer d'ajouter des choses, bien évidemment, et puis de vous dire avec mes mots, et puis, ce qui, moi, me semble important aujourd'hui dans le combat politique que nous avons à mener. Je voudrais vous dire l'importance de ce combat municipal que nous menons. C'est un engagement donc local. La commune, c'est le premier échelon auquel les Français se réfèrent. C'est l'échelon le plus proche finalement des gens. Et donc, c'est l'échelon qui, pour moi, me semble le plus important. C'est pas le plus facile. Parce que quand ça va pas, vous avez tout le monde dans votre bureau qui vient se plaindre et râler. Donc la popularité d'un maire, elle n'est pas facile. Mais je crois que si nous sommes à l'écoute, si nous avons des convictions fortes, eh bien nous sommes capables de faire changer les choses. Et cet investissement local, il est capital parce que c'est pour notre parti un premier échelon, si vous voulez, en vue des autres élections à venir, puisqu'après nous aurons les départementales, puis les régionales, puis les présidentielles. Et je dirais que quand on commence à l'échelon municipal, et ben en fait, aujourd'hui, on travaille pour la victoire de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Ça commence aujourd'hui, maintenant. Pourquoi ? Parce que en constituant des programmes solides, des programmes vastes qui englobent tous les sujets qui intéressent les Français, tous les sujets dans lesquels la mairie a des compétences et une capacité de faire changer les choses et de les faire évoluer, eh bien, c'est comme cela que nous créons les conditions de la victoire pour les présidentielles, parce que nous apportons cette crédibilité qui nous a souvent été reprochée. On nous a dit, vous êtes un parti d'opposition. Parce que, oui, pour critiquer, vous êtes fort, mais souvent ça s'arrête là. Et bien aujourd'hui, nous sommes capables et nous prouvons, à travers notamment nos programmes municipaux, que non. Nous ne sommes pas qu'un parti d'opposition, nous savons dire quand les choses vont mal, mais nous savons également dire les choses quand elles vont bien. Et comme disait Gauthier tout à l'heure, c'est très important, ou même Jean au Conseil régional, quand nos adversaires politiques proposent de bonnes mesures, eh bien nous les votons, bien évidemment. C'est malheureusement pas la majorité des cas pour Saint-Nazaire, malheureusement. Et puis j'avais envie de dire aussi que nous achetons notre crédibilité et puis nous montrons aussi notre capacité nous montrons que nous sommes les seuls démocrates aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on entend souvent dire ah oui, non mais le Rassemblement national, ils imposent leur thème, c'est vachement facile pour eux, ils nous parlent de sécurité, c'est leur thème redondant, ils sont donc là. Enfin bon, je suis désolée, quand on fait un programme municipal et qu'on travaille donc la sécurité ou les autres sujets, y a un travail à faire.
ça coule pas de source, la sécurité, apparemment, d'ailleurs, pour les politiques, puisque quand on voit l'état du pays, ils ont l'air d'avoir des difficultés. Et donc, nous, quand nous souhaitons être au plus proche des besoins des citoyens, eh bien, nous avons travaillé pour vous proposer un programme sur la sécurité. Ça n'est pas par facilité, mais malheureusement parce que c'est le constat, c'est un fait que l'insécurité est galopante aujourd'hui dans toutes nos villes et dans tous nos territoires. Et ça montre bien que aussi bien la gauche que la droite ou LREM est incapable d'endiguer cet ensauvagement de la société. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la volonté politique de le faire. Et que nous, eh bien, nous avons des solutions et nous les mettrons en place. Je voulais aussi donc vous dire que nous sommes démocrates. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité nantaise. Donc à l'annonce de ma candidature pour la mairie de Nantes, la maire de Nantes, Johanna Rolland, a déclaré deux choses. Que son objectif, elle a deux objectifs pour les élections municipales. La première, c'est bien sûr d'arriver en tête le soir du premier tour. Et la deuxième, à votre avis? Battre le Front National. Voilà, bravo. Et vous savez, ça m'a beaucoup amusée parce que je suis allée lire ce qu'elle avait dit. Et donc, elle déclare, donc bien évidemment, nous ne voulons pas du Rassemblement national à la mairie de Nantes. Pour quelle raison? Parce qu'à Saint-Nazaire, elle cite Saint-Nazaire, c'est quand même très intéressant, parce qu'on a vu ce que ça donnait, le Rassemblement national à Saint-Nazaire. En gros, ils nous mettent des bâtons dans les roues, ils soulèvent les loups, c'est un caillou dans la chaussure, le Rassemblement national au Conseil municipal. Et donc, j'ai promis à Johanna Rolland que je serai un caillou dans sa chaussure. Un rocher. Nous sommes, ça je crois que c'est vraiment très important, la seule opposition politique crédible, comme je vous le disais, mais au système qui est mis en place. Alors oui, il y a beaucoup de listes. Vous avez donc des listes PS, des listes LREM, des listes MoDem, vous avez des listes LR, mais toutes ces personnes, depuis 30, 40 ans, votent exactement la même chose et font exactement la même politique. Ne nous laissons pas berner par les sirènes des campagnes municipales. On entend en effet tout à coup le Parti socialiste, enfin ce qu'il en reste, mais c'est vrai qu'on est gâtés ici à Nantes et Saint-Nazaire, nous parler de sécurité. Non mais vous y croyez? Vous les trouvez crédibles? Ils vont s'occuper de la sécurité. Mais ça fait 6 ans qu'on leur demande. Ça fait 6 ans qu'ils n'ont rien fait. Ça fait 6 ans que la situation s'empire et donc leur bilan parle pour eux. Nous pourrions les croire, non? Non, c'est pas possible. Et LR, c'est pareil. Alors eux, ils en parlent encore mieux que le Parti socialiste. Ils sont très très forts. Ils nous font un Sarkozy bis, un Sarkozy retour. On va chasser les armes, on va aller sur le terrain, nous serons là pour vous défendre. Et puis, quand ils passent au pouvoir, le Karcher, il ne se passe rien. Et donc, les problèmes continuent d'augmenter. Donc ne nous laissons pas tromper et soyons bien conscients et disons-le autour de nous, la seule opposition crédible, la seule opposition ferme et constructive, c'est celle du Rassemblement national. Nous sommes les seuls à proposer une autre politique. Nous sommes les seuls à avoir une volonté politique de faire différemment et d'essayer.
Nous sommes aussi les seuls à proposer des mesures qui sont simples, qui sont réalistes et qui ne sont pas trop coûteuses. C'est vrai qu'on a une tendance à gauche à dépenser l'argent public, l'argent des autres, notre argent, très facilement. Et là-dessus, nous, dans toutes les mairies du Rassemblement national, nous avons mesuré la dépense, nous avons baissé la dette, nous avons fait attention à ce qu'un euro dépensé soit un euro utile, un euro qui serve aux citoyens, un euro qui revienne, je dirais, quasiment à la personne qui l'a donné, que tout le monde ait cet intérêt à participer à cet effort commun qu'est l'impôt. Il doit être juste, bien évidemment. Et donc, très souvent, nous arrivons dans les villes dirigées par le Rassemblement national à baisser cet impôt. Nous l'avons vu notamment à Hénin-Beaumont, avec Steve Briouat, qui racontait que quand il a récupéré la mairie d'Hénin-Beaumont, les dépenses étaient monstrueuses. Et en fait, ce dont il s'est aperçu, c'est que systématiquement étaient favorisés les copains. Donc on donne un contrat à un copain, et puis hop, on va le payer un peu plus cher parce que c'est un copain puis qu'il a besoin d'argent. Et rien qu'en renégociant les contrats qui étaient faits avec la mairie, eh bien il a réussi à baisser les dépenses et donc les impôts. Et ça, c'est quelque chose auquel nous sommes vraiment attachés. C'est quand même incroyable. Je voyais en lisant le programme de Gauthier que les élus du conseil municipal de Saint-Nazaire ont droit à des places gratuites pour certains spectacles, pour les escales notamment. Et donc ça, c'est une mesure que dans un souci de justice, Gauthier propose de supprimer. Donc je vais pas tellement vous reparler de sécurité, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que la sécurité, c'est un point capital, bien évidemment, pour nous, et que nous sommes les seuls crédibles là-dessus, puisque nous sommes les seuls à avoir une volonté politique à ce niveau-là. Je pense que nous devrons également, il y a un travail à faire au niveau national, mais c'est pour ça qu'il faut du local, il faut du national, et tout ça, ça s'organise, puisqu'il faut aussi, pour stopper l'insécurité, que la justice fasse son travail et que les criminels payent pour ce qu'ils ont fait, et qu'on ne relâche pas les trafiquants de drogue, les personnes qui ont volé, les personnes qui ont violé même parfois, quelques heures après leur garde à vue. Alors on croit souvent... Alors, pourquoi aussi nous sommes les seuls crédibles sur la sécurité? Parce que nous sommes les seuls à dénoncer la véritable cause de l'insécurité, qui est l'immigration. Voilà. Et c'est vrai que ça, nous sommes les seuls à le dire, et notamment l'immigration clandestine. Parce que beaucoup de personnes arrivent sur notre territoire de manière illégale et donc n'en sont pas chassées. Et sans identité, eh bien, vous pouvez quand même faire ce que vous voulez sans être inquiété. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça, nous sommes les seuls à le dire. Alors, on croit souvent que le maire n'a pas de pouvoir en matière d'immigration. Alors, c'est faux. Puisque, premièrement, il a le pouvoir de stopper les subventions, de stopper, de ne pas subventionner les associations qui aident les migrants, notamment à s'installer, à faire leurs papiers, qui maintenant, aujourd'hui, on le voit, leur apprennent à parler le français, etc., pour les intégrer le plus rapidement possible, ou en tout cas pour qu'ils puissent se débrouiller le plus rapidement possible. Il y a autre chose aussi. Le maire peut agir au niveau du regroupement familial.
Donc quand vous avez une personne qui est en France, au bout d'un certain temps, elle peut demander à ce que sa famille la rejoigne. Et donc à ce moment-là, le maire reçoit la demande et il doit s'assurer que la personne qui demande ce regroupement familial a un logement décent pour accueillir toutes les personnes qu'il veut faire venir. Donc c'est fixé, il y a un nombre de mètres carrés par personne, etc. Donc il s'assure que le logement soit décent, donc il va aller visiter le logement de la personne pour constater par lui-même si ces déclarations sont justes. Et il doit aussi s'assurer, pour que les personnes qui vont arriver sur le territoire ne vivent pas au crochet de l'État français ou de nos communes, de nos départements, que la personne qui veut faire venir du monde a assez de revenus pour subvenir aux besoins de tous ceux qui vont arriver. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. C'est caché. Oui. On a déjà entendu parler, voilà, t'es le seul. Eh bien, pensez-vous que nos maires de gauche aillent souvent vérifier ces conditions? Vous me permettrez d'avoir un énorme doute. Non, puisque c'est les autres avant nous, alors. Donc, là-dessus, voilà, c'est des choses que, en étant maire, eh bien, nous pouvons faire, et même en étant conseillers municipaux d'opposition, si nous en sommes juste là, eh bien, nous pouvons être ce caillou dans la chaussure, c'est-à-dire questionner, demander à consulter les dossiers, demander à voir ce qui se fait, ce qui se dit, comment ça se passe, si les règles légales, puisque c'est légal, c'est la loi, sont respectées. Et si nous n'y sommes pas, eh bien personne ne le fait. Donc nous avons parlé de l'importance de l'industrie, bien évidemment, dans notre pays, dans notre pays et surtout dans notre ville de Saint-Nazaire. Je ne reviendrai pas sur les chantiers de l'Atlantique, je voulais juste vous dire qu'on est en train de brader des fleurons industriels, on est en train de brader notre savoir-faire